Je suis un robot! Je suis un robot! Il s'est rallumé tout seul là, hein. C'est pas normal ça. Mais je suis une machine! Et... Cogito ergo sum est une citation latine que l'on doit au philosophe René Descartes et que l'on peut traduire par « je pense, donc je suis ». Elle a été exprimée ainsi en 1644 dans le Principae Philosophiae. Cette formule lie donc l'acte de penser au fait d'être, donc plutôt à l'être humain. Le robot, bien sûr, ne pense pas, il est là pour obéir. Quelles que soient les conditions de ses actes, qu'elles soient bien ou mal, il ne doit pas y penser. La méthode cartésienne est une méthode de René Descartes, encore une fois, basée sur le doute. Seules les évidences sont vraies, tout le reste peut être mis en question. L'être humain est quelque chose de pensant dont on ne peut remettre en doute l'existence, puisque douter c'est penser, et penser c'est être. Le personnage de Henry dans la web-série Le Visiteur du Futur, à la base, ne doute pas. Il est certain d'être un humain et même le créateur de robots à son image. Il a été programmé ainsi, il ne peut donc pas s'éloigner de sa condition, à moins que quelqu'un modifie sa programmation. Or, dans l'épisode 11 de la saison 2, Henry va réaliser de lui-même qu'il est un robot. Et cela après avoir douté de sa vraie nature. Un robot peut-il avoir plus de valeur qu'un être humain? Je sais pas. Henry ne vérifiait qu'il était un robot via un code barre seulement si on le contredisait. Persuadé d'être un humain, il pensait qu'en faisant cela, il allait prouver qu'il avait raison. Ce qui n'était pas le cas, il s'arrêtait donc en buguant, il suffisait de le rallumer et il oubliait qu'il avait vérifié qu'il était un robot. C'est en se posant la question « un robot peut-il avoir plus de valeur qu'un être humain ?» que Henry va vérifier de lui-même s'il est un robot. Henry doute de sa réelle condition et c'est ce qui va l'en libérer. En doutant, il pense. Donc il se délie de ses chaînes et de sa condition et l'accepte comme elle est. Paradoxalement, Henry devient plus humain quand il sait qu'il est un robot qu'avant quand il se croyait humain. Cette question de l'humanité du robot n'est pas seulement en lien avec le personnage de Henry dans Le Visiteur du Futur. Le personnage de Rachel dans Blade Runner est un robot, elle aussi persuadée d'être humaine car elle a des souvenirs de son enfance. Mais la réalité est bien sûr que ces souvenirs ne sont pas les siens et qu'ils ont été ajoutés à sa programmation. Rachel va douter de sa nature après un test d'empathie qui a pour but de différencier un humain d'un robot et où il révèle qu'elle est un robot. En apprenant cela, Rachel va se mettre à pleurer, ce qui est une réaction humaine, non pas une réaction de machine. En apprenant que ses souvenirs sont faux, Rachel va se mettre à douter de sa vraie nature et finir par accepter le fait qu'elle est un robot. Après cela, elle va se rendre de plus en plus humaine, c'est-à-dire qu'elle va détacher ses cheveux, elle va se démaquiller, bref, tout ce qui était artificiel chez elle, elle va l'enlever. Cette question du doute cartésien pose un réel problème au niveau de l'imagerie du robot, puisqu'avec ça, il se révèle ne plus être une simple machine. Il est doté du doute, de la pensée et donc du libre arbitre. Et il peut donc agir de lui-même. On a donc des robots aux pensées humaines, voire plus humaines que les humains eux-mêmes. Si un robot devient de plus en plus humain, peut-il prendre nos vices? Alcool, sexe, avarice, paresse, etc., etc. Bref, les vices humains sont incalculables. Les lois de la robotique créent des robots qui, évidemment, n'ont pas nos défauts. Mais s'ils deviennent trop humains, ils peuvent aussi prendre nos vices. L'exemple le plus flagrant est dans la série Futurama. Le robot, Bender, est un personnage impoli, alcoolique, libidineux et paresseux. Ça s'arrose, un truc pareil. Je ne consomme que l'alcool, c'est très nourrissant. Nous devons en ramener 2 de chaque espèce, comme dans l'arche de Noé. Pourquoi 2? Ben, Oh. Oh. Bah oui, ils sont moches. Ah ouais, et qui c'est qui va bientôt se déshabiller? Regardez un peu ça. Bref, il a de nombreux vices humains. Donc je pense que s'il a autant une apparence de robot, c'est parce que sinon on ne pourrait pas le différencier d'un être vivant. Oui, alors je dis être vivant parce que dans la série il y a tellement d'extraterrestres que juste dire être humain, c'est un petit peu limiter les choses. D'ailleurs, en parlant de personnages libidineux, je sais exactement quelle question vous vous posez, bande de pervers. La question du sexe chez les robots. La sexualité et l'amour est quelque chose d'humain. Un robot n'est pas censé avoir de sentiments amoureux ni ressentir de plaisir. Les androïdes sont faits pour avoir l'apparence la plus humaine possible. Et certains pensent même être humains.
Alors, qu'ont-ils entre les jambes? Dans la série Westworld, par exemple, il existe des androïdes prostituées dont le but est de satisfaire les désirs de la clientèle. Si tu veux, je te ferai un petit prix. Je veux pas vous vexer, mais j'aime mieux conquérir les faveurs d'une femme que de les payer. Elles te font payer d'une façon ou d'une autre, chérie. Mais avec nous, ça coûte jamais plus que ce qui est affiché sur la porte. Le robot est uniquement une machine dédiée à un acte sexuel. Son plaisir à lui, on s'en fiche. D'ailleurs, au passage, ce genre de robot commence à exister, mais ça, on en parlera plus tard. Mais dans le film L'homme bicentenaire, c'est plus compliqué. Ce film nous présente un robot qui s'appelle Andrew. À cause d'un bug, il apprend les choses de lui-même, ce qui n'est évidemment pas normal. Plus il va apprendre de choses, plus il va devenir humain. Eh bien, ce qui m'intrigue, c'est qu'Andrew a montré certaines caractéristiques, comme la créativité, la curiosité, l'amitié, qui sont, pour tout vous dire, plutôt surprenantes. Sa quête vers l'humanité va le pousser à changer son apparence ainsi que son mode de vie pour ressembler le plus possible à un humain. Il va vouloir avoir un compte en banque, une maison et même un chien. L'on veut s'envoler de ses propres ailes. Mais ce qui va lui donner envie de devenir réellement humain et être reconnu comme tel, c'est bien sûr l'amour. Si je suis jaloux, je dois être amoureux. Il va comprendre qu'une des choses qui l'empêche d'être connu comme humain, c'est sa perfection de caractère, qui est très différente de celle des humains, mais aussi son immortalité. Il ira d'abord jusqu'à se faire greffer des organes génitaux fonctionnels, pour ensuite demander juridiquement le fait d'être humain. Son immortalité étant la barrière à son humanité, il va donc faire en sorte de pouvoir lui aussi vieillir et mourir comme un être humain, afin d'être reconnu comme tel. On a parlé vite fait dans la partie 1 de robots se transformant en machines de guerre, et maintenant de robots se transformant en humains. Et tout cela est un petit peu effrayant. Pour Catherine Dufour, la SF est là pour nous prévenir de ce qui va arriver. Il y a une SF qui est plus cyberpunk, la SF de proximité, où là le boulot de l'auteur de SF, c'est d'aller voir dans nature, dans recherche, ce qui se passe dans les labos, ce qui se trame dedans, et de nous l'amener pour dire attention, dans 10 ou 20 ans, on va être mangé à cette sauce-là. Alors, les œuvres dont on vient de parler sont-elles notre avenir? Eh bien, on verra ça ensemble la semaine prochaine. Nous verrons où en est la recherche et où en sont les robots aujourd'hui, afin de savoir ce qu'il en sera demain. Sur ce, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette partie 2 sur les robots vous aura plu. Et bien évidemment que la partie 3 qui sortira la semaine prochaine vous plaira elle aussi. Et en attendant de parler donc des robots actuellement et peut-être dans notre avenir, on ne sait pas exactement, je vais vous faire de gros bisous. Je vais vous souhaiter un bon week-end et une bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Et peut-être par ici, toi, il y a encore plein de choses que tu peux faire. Tu peux regarder une autre vidéo. Au milieu, tu vois, il y a un petit bouton. Tu cliques pour t'abonner si ça t'intéresse. Et tu peux aussi encore me suivre sur les réseaux sociaux qui sont indiqués en haut et en barre de description. Et tu peux même, si tu veux, me donner des sous sans même m'en donner vraiment en regardant des publicités sur Utip. Je vous mets le lien dans la description. À bientôt!